C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non gioia saranno, sono pour participer à ce point de presse. Elles sont constituées de principe. Aujourd'hui, on va nous consacrer au fondement dans des questions socio-économiques, les questions notamment où le président est fondé pour donner le temps qu'il faut parler. Qui nous parlera de la situation actuelle en ce qui concerne les élections qui se pointent à l'horizon. Merci. Et membre de la plateforme de la société civile, les Full Day. Et à ce titre, nous sommes pleinement acteurs du processus électoral auquel le gouvernement et les échéances nous invitent. C'est pourquoi, dans le cadre de cette activité, je me permettrai de vous faire part de nos réserves pour ce qui est des conditions juridiques et politiques de l'organisation de ces échéances électorales. Mes chers compatriotes, vous avez suivi comme nous tout le processus qui nous a emmenés à cette situation où le gouvernement nous invite aux élections présidentielles pour le 20 mars, alors que les échéances constitutionnelles prévoyaient cette élection pour le mois de juillet 2016. Je vais fonder un peu mon argumentation sur 3 points pour vous montrer que l'histoire nous habitue. Dans leur propre constitution, que nous avions refusée, mais qui a été promulguée, il est dit, en l'article 69, que la Constitution a fixé les conditions maxima et minima d'organisation d'élections. C'est-à-dire qu'en réalité, du point de vue de cette Constitution-là, les élections ne peuvent pas avoir lieu avant le mois d'août 2016. Donc une constitution qui vient d'être promulguée, déjà violée. Le président de la République a décidé, pour surprendre tout le monde, d'emmener ces élections au mois de mars, alors que les dispositions transitoires de la Constitution qu'il nous a imposées, si vous faites la lecture croisée de l'article 69 et le 244, vous vous rendrez compte que techniquement, il ne lui est pas permis d'organiser ces élections là au mois de mars. Bien entendu, le gouvernement a fait de concessions importantes en concédant. Et il fait même plus. Il raccourcit encore la date par rapport à la première date fixée
Ils décident que non, non, c'est encore trop loin. Ils ramènent cette date de façon plus proche. Et le Parlement n'avait pas encore voté la loi mettant en place la CENI. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer à aller aux élections avec une loi qui crée la commission électorale indépendante, alors que c'est le ministère de l'Intérieur et la direction des affaires électorales qui continuent de faire comme si de rien n'était. Bien entendu, les partis politiques qui sont impliqués dans ce processus voient que leur intérêt, ils se battent pour avoir des délégués au niveau de la commission électorale indépendante. Mais nous, nous sommes société civile. Nous sommes l'œil du peuple. Nous attirons l'attention de ce qu'il ne s'agit pas seulement d'occuper des postes au niveau de la commission électorale indépendante. Il s'agit de faire que cette commission électorale soit effectivement indépendante, mais aussi qu'elle soit maîtresse du processus électoral. C'est-à-dire que, logiquement, c'est la CENI qui fixe la date des élections. C'est la CENI qui gère tout le matériel électoral. C'est la CENI qui commande le fonctionnement de l'armature électorale. Or, aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur. On regarde à la télévision les partis politiques défiler pour aller rencontrer le ministre de l'Intérieur, comme si de rien n'était. Alors que ce n'est pas logique. Le deuxième exemple. Comment voulez-vous qu'on aille aux élections au moment où nous avons beaucoup de compatriotes, dont certains leaders d'opinion, pour ne parler que de Paulin Makaya par exemple, on y reviendra, qui sont en prison. Est-ce que vous pensez qu'une élection qui doit être l'expression de la volonté des citoyens ne peut pas être modifiée du fait qu'un leader d'opinion est en prison? Parce qu'il est en prison, il ne peut pas parler, il ne peut pas battre campagne, il ne peut pas manifester son opinion. Et par conséquent, ceux qui sont derrière lui ne peuvent pas non plus suivre cette opinion. Alors, il y a près de 300 de nos compatriotes qui sont en prison parce qu'ils se sont manifestés lors du débat sur la Constitution. Est-ce qu'on peut aller à ces échéances électorales en privant plus de 300 de nos citoyens, de nos concitoyens, y compris des leaders d'opinion, de leur liberté d'expression? Ça aussi, il faut, en tant que société civile, nous devons essayer de poser ces questions. En fait, je vais terminer par ma troisième interrogation. Vous avez suivi ce qui est arrivé au général Mokoko. Est-ce que nous pouvons logiquement aller aux élections au moment où, parce que l'on s'est déclaré candidat, que les autorités, je parle d'autorités parce que j'étais à l'aéroport, et vous connaissez la configuration de l'aéroport Maya Maya, il n'y a pas de pierre là-bas. C'est un espace protégé par la police. Comment se fait-il qu'un candidat soit caillassé, bousculé, et que des militants qui sont venus l'attendre soient battus et qu'on leur ravisse des documents et des téléphones? Est-ce que les conditions permissives sont réunies pour aller à ces élections-là? Je pense qu'il faut que les Congolais, que chacun, malgré ses prises de position, nous parlons en tant que société civile. La société civile, par définition, ne s'aligne pas sur des considérations de politique politicienne. Mais la société civile veille aux intérêts du peuple. Et les intérêts du peuple commandent également qu'on tienne compte de certains symboles. Le 4 mars, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Moi, j'habite à Talangaï. Ma maison a été soufflée ce jour-là. J'ai des voisins qui sont morts. Et on choisit justement cette date-là, douloureuse, pour dire que, bon, on banalise, on lance une campagne. Et si nous, citoyens, nous disons que cette date nous rappelle de mauvais souvenirs et qu'on refuse,
on va nous envoyer la police pour nous taper. Est-ce que ce n'est pas de la provocation, cela? Je crois qu'il est de notre devoir en tant que société civile, parce que la société civile, c'est les usagers aussi. Nous avons invité ici les retraités, les maltraités des entreprises liquidées qui n'ont pas perçu leurs droits. C'est pour arriver à fédérer cette société civile. Ce n'est pas seulement une question politique. Nous allons vers les échéances. Celui qui va gagner, il va dire « je ne suis pas concerné par les engagements et les malfaçons de celui qui est parti ». Par conséquent, c'est peut-être le moment, puisqu'on arrive au terme des échéances, pour que nous nous mobilisions, pour exiger que nos situations soient réglées. Voilà un peu, à mon niveau, nous y reviendrons si vous avez des questions, ce que je tenais à vous dire pour replacer le cadrage juridique et politique de notre entretien de séjour. Je vous remercie. C'est un sujet très vaste. Sont devenus des instruments de répression politique au service d'une idéologie fondée sur le clanisme et le mépris du peuple. Il y a beaucoup d'arrestations arbitraires dans le pays. Nous voulons donc attirer l'attention des forces de l'ordre qui ne doivent pas tirer sur les Congolais, qui ne doivent pas opérer en dehors du cadre légal. Nous déplorons également donc les arrestations arbitraires qui s'opèrent de nuit comme de jour. Notre jeune démocratie traverse une période de crise. Et cette période a été voulue, je dis bien a été voulue, par le gouvernement. C'est le gouvernement qui est le seul responsable de cette situation. Parce qu'il essaie de tromper le peuple. Et nous savons très bien que les causes de cette crise, c'est d'abord l'obsession du pouvoir personnel et la volonté de domination et d'intimidation. Nous savons très bien aussi qu'il y a la violation constante des textes fondamentaux, comme vient de le dire le professeur Marion tout à l'heure. Et aujourd'hui, il y a aussi ces fameux groupes, l'excitation des jusqu'au-boutistes, des faucons, des carnassiers, qui confirment aujourd'hui qu'on est dans une dictature. Et je pense qu'une force auxiliaire de la force publique a été donc instaurée parce que c'est une milice. C'est une milice qui est en place, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on voit bien les policiers qui sont lourdement armés et qui sont cagoulés, qui se promènent, les véhicules sont connus. Mais ça, c'est du jamais vu, c'est la terreur. Donc, on ne peut pas instaurer une démocratie pluraliste dans ces conditions. Et on ne peut pas aller aux élections dans ces conditions. Chacun doit être à sa place. La police ne peut pas jouer le rôle de la force, des forces armées. Il ne peut pas détenir des lance-roquettes, des FEM, des armes lourdes. Donc vous voyez pourquoi nous, en tant que société civile, nous essayons de dénoncer cela, parce que la résurgence des supplétifs de la force publique, c'est-à-dire donc des milices que je viens d'évoquer, s'explique donc par la volonté affichée de conserver le pouvoir. Voilà le véritable mobile. Donc l'initiative de cette nouvelle milice privée d'État, il faut l'appeler, c'est une milice privée d'État parce que dans ces éléments de la police, on a infiltré des éléments qui ne sont pas réguliers. On sait très bien que c'est des anciens ninjas ou anciens cobras qui n'ont jamais été réintégrés dans l'armée et qu'on a pris justement pour faire le travail, je ne sais pas, des voyous. Nous savons très bien qu'aujourd'hui on nous parle des bébés noirs, je ne sais pas quoi, mais ces éléments, on sait là où ils se retrouvent et quels sont les objectifs, comment ils opèrent. Moi-même j'ai été visité, vous le savez, j'ai été visité dans la nuit du 30
au 31 octobre, je ne serai pas avec vous, je serai mort, puisqu'ils voulaient m'assassiner. Je les entendais dans la chambre où j'étais. Je n'ai pas fait cette révélation parce que j'estime que je suis même traumatisé. Les gens qui sont rentrés chez moi à partir de 1h30 jusqu'à 4h15, ils étaient plus d'une centaine. Une trentaine dehors, au moins 80, il y avait 11 BJ, 2 Coaster et une petite voiture. Moi, je les ai vus. Donc, heureusement, les éléments qui gardaient étaient